On dit que lorsqu'on rencontre l'amour de sa vie, le temps s'arrête. Eh bien c'est vrai. Ce qu'on vous dit pas, c'est que quand le temps reprend son cours, il file à une vitesse folle pour rattraper son retard. Amoureusement vôtre, épisode 1, rencontrer la bonne personne, pression et attente. Tu as peut-être reconnu cette citation au tout début qui vient du film Big Fish, un de mes films préférés de Tim Burton. C'était impensable de commencer cet épisode avec autre chose que ces lignes qui sont, pour moi, la représentation parfaite de la rencontre. Ce que j'imagine en tout cas d'un coup de foudre, quelque chose qui te tombe dessus sans prévenir, une évidence quand tu vois l'autre personne et la persuasion que c'est la bonne personne. J'ai jamais vécu ça reste un concept assez lointain pour moi, mais j'ai comme l'impression de courir après. C'est un peu comme si je me disais que tant que j'ai pas vécu cette rencontre, digne d'un film, ça sera pas la bonne personne en face. Alors, c'est un sujet assez spécifique pour ce premier épisode, j'avoue. J'ai d'autres thématiques à aborder dans ce podcast qui sont plus universelles ou du moins qui peuvent parler à plus de monde, comme le fait de trouver l'amour dans la société actuelle de dating de masse, ou encore est-ce que se quitter pour mieux se retrouver, ça marche vraiment ? Mais j'avais quand même envie de commencer avec ce sujet de pression et d'attente autour de la rencontre avec la bonne personne pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que ça va être un des épisodes les plus personnels que je vais pouvoir faire parce que j'ai décidé de prêter mon micro à mes parents pour qu'ils te racontent leur rencontre, qui est pour moi la plus belle histoire d'amour. Mais aussi parce que, en fait, ce podcast, c'est un peu mon autothérapie autour de l'amour. C'est l'occasion pour moi de poser vraiment tout ce qui prend de la place dans ma tête, de prendre le temps pour me questionner, prendre du recul, comprendre aussi, et au final, me rassurer, entre guillemets. Du coup, il n'y aura pas forcément un ordre très logique dans l'enchaînement des épisodes, ça ira peut-être dans tous les sens, des fois ça n'ira pas assez loin dans la réflexion et on reviendra sur des sujets déjà évoqués plusieurs épisodes après. Mais tout ça, c'est parce que ça sera toujours le reflet de l'état actuel de mon cœur et de mon esprit, un peu comme un journal intime que j'ai décidé de rendre public parce que si ça me fait du bien et que ça peut te faire du bien à toi aussi, bah tant mieux en vrai. Du coup, pour revenir sur la thématique de cet épisode, je me rends compte que c'est un questionnement qui prend énormément de place dans ma tête de meuf, fleur bleue de 28 ans, qui a eu l'occasion de vivre des histoires d'amour, qui a eu l'occasion de s'amuser aussi, mais qui recherche maintenant la personne avec qui elle va partager sa vie. Je me dis que plus le temps passe et moins j'ai d'opportunités de rencontrer la bonne personne, alors on en parlera vraiment en détail dans un épisode complètement dédié à ça, mais que j'ai quand même envie de vivre ma putain de belle rencontre qui va marquer le début de la vraie histoire d'amour. Le problème, du coup, c'est que je me mets une énorme pression autour de tout ça et que je développe beaucoup d'attentes. Si j'ai pas un feeling de ouf dès la rencontre, si je ressens rien dès le début ou du moins dès les premiers échanges ou les premiers dates, je vais avoir tendance à vouer la relation à l'échec et à me dire que ça marchera pas, que c'est pas la bonne personne parce que c'est pas la bonne histoire. Et au contraire, quand une rencontre va être belle, qu'il y a ce petit ressenti de battement de cœur qui s'accélère et de papillons dans le ventre, je vais avoir tendance à m'entêter dans cette relation en fermant les yeux sur ce qui ne matche pas, juste parce que la rencontre est belle et que ça veut forcément dire que c'est le bon, alors que c'est pas le cas. En discutant avec d'autres personnes, je me suis rendu compte qu'on est plusieurs à ressentir cette pression quand il s'agit de rencontrer son ou sa future partenaire et que ça peut venir de différentes raisons. Raison numéro 1, les attentes sociales. Si on regarde bien, la société dans laquelle on évolue véhicule des normes spécifiques autour des rencontres et de la formation de relations amoureuses. Du coup, ça crée une pression pour que les rencontres soient parfaites ou qu'elles correspondent à un certain idéal. Parmi ces normes, il y a la notion de coup de foudre, beaucoup romantisée et idéalisée par la société, définie par le fait que deux personnes tombent instantanément, follement et passionnément amoureuses dès leur première rencontre. Il y a aussi la croyance assez répandue autour du destin, selon laquelle les personnes sont destinées à se rencontrer et à tomber amoureuses l'une de l'autre. Du coup, si on n'a pas ce ressenti de coup de foudre ou d'évidence dès la première rencontre, on peut avoir cette petite voix dans la tête qui nous dit « c'est peut-être pas cette personne avec qui je suis destinée à passer ma vie ».
Raison numéro 2, l'influence médiatique. Depuis notre plus jeune âge, on est éduqué par les contes de fées, les Disney, etc., qui représentent souvent la rencontre entre un prince charmant et une princesse, tous les deux destinés et qui vont vivre heureux pour toujours. Et puis on grandit et on continue d'évoluer avec ces notions via les films, les séries, les livres et les réseaux sociaux. Ces histoires-là, elles idéalisent l'amour magique et parfait et représentent des relations qui se développent ultra rapidement, quasiment dès la première rencontre. Du coup, ça crée une pression pour que les relations dans nos vies réelles se développent aussi rapidement et de manière aussi intense. Raison numéro 3, la pression personnelle. Notre entourage et notre éducation jouent un grand rôle aussi dans tout ça. On va avoir des exemples autour de nous qui vont nous pousser, consciemment ou non, à fixer des attentes et des standards amoureux qui peuvent se traduire par une pression de trouver le ou la partenaire idéal dès la première rencontre. On est entouré de modèles amoureux qui vont influencer nos propres perceptions, et c'est là qu'on va parler de mes parents. Comme je le disais dans mon prologue, mes parents ne vivaient pas du tout dans le même continent, mon père est français et ma mère mexicaine. Ils se sont rencontrés au Mexique et je vais pas en dire plus parce que je pense vraiment que cette rencontre et leur histoire méritent d'être racontées par eux directement. J'ai rencontré Angélica au Mexique en 1986. J'étais en voyage avec un copain et on allait visiter dans le nord de Mexico une cathédrale qui est assez célèbre. Et en route, on est passé devant ce qui était une école de secrétaires bilingues. À la fenêtre de cette école, qui était les salles de classe étaient à l'étage, à la fenêtre de cette école, il y avait tout un groupe de filles, d'étudiantes, qui faisaient des blagues aux touristes qui passaient dans la rue. On était à la fenêtre côté rue avec les amis et on s'amusait à faire des blagues aux passants. Et on va passer deux jeunes, pour nous c'était des touristes américains. Comme on avait l'air de touristes, bien évidemment, elles nous ont fait des blagues et nous ont demandé de nous arrêter et nous ont dit montez. Et nous on leur a dit non, vous descendez. Donc je suis allée bien sûr, mais pas toute seule, parce que c'est une école où la majorité était des femmes et jamais j'aurais osé descendre comme ça avec quelqu'un que je connaissais pas. Donc nous sommes tous descendus et on commence à leur poser des questions dans le but pour certaines de pratiquer l'anglais, pour d'autres je suppose pour draguer. Moi c'était pour rigoler. Comme c'était une école de secrétaires bilingues espagnol-anglais, on a commencé à discuter en anglais jusqu'au moment où il y en a une fille du groupe nous a demandé d'où on venait des États-Unis. Et là on leur a dit qu'on venait pas des États-Unis mais qu'on était français. Parmi ces étudiantes, il y en avait une dont la mère, d'après ce qu'elle m'a raconté plus tard, avait failli se marier avec un Français, mais sa mère à elle le lui avait interdit. Et donc pour cette fille, il y a eu un déclic. Il a répondu « Non, je ne suis pas américain, je suis français. » Et là, j'ai entendu dans ma tête qu'on m'a dit c'est lui. Et à partir de là, j'ai l'habitude de dire que à partir de ce moment-là, Jean-Bernard, il n'avait aucune chance de s'en sortir parce que j'avais déjà entendu ça. On a passé l'après-midi ensemble et le soir, une des filles, Angélica, avec qui que j'ai épousé, nous a proposé d'aller passer la soirée chez elle, dans la banlieue de Mexico. Donc on a pris un bus, on a fait le trajet jusqu'à chez elle, et arrivé là-bas, la famille nous a accueillis, un peu surprise, mais nous a accueillis à bras ouverts malgré tout,
Et on a commencé à faire la fête, comme ça se fait au Mexique. Et tous les prétextes sont bons pour faire la fête. Les voisines du quartier sont venues voir ces Français qui étaient dans le coin. Et voilà, on a passé la soirée ensemble. Donc là, forcément, j'étais avec Angélica. On a discuté de choses et d'autres. Elle servait d'interprète quand les parents me posaient des questions. À un moment donné, je parle avec Jean-Bernard et on se regarde. Je me rappelle plus de quoi on parlait en fait, mais à un moment donné, il me regarde et puis il m'a dit, dis, et si on se marie et puis on a plein d'enfants? Et ça m'a fait rire. Et lui aussi, et puis voilà, la soirée est finie, on les a menés à leur hôtel. Donc, on s'est fait un bisou dans le jour, quoi, et les voilà partis. Il est parti, je suis retournée à ma vie, et quelques temps après, j'ai reçu une lettre. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte qu'il s'était quand même passé quelque chose au cours de cette soirée. Il y avait une espèce d'alchimie qui s'était produite. Et j'ai pensé à Angélica tout le long du voyage. Et je lui ai écrit une lettre dans l'avion. Quand on est reparti la veille au soir, sa mère nous a dit vous êtes ici chez vous et quand vous reviendrez au Mexique, sachez que la maison sera ouverte et qu'on sera toujours là pour vous accueillir. C'était très très gentil parce qu'on se connaissait depuis quelques heures à peine et se connaître c'est un bien grand mot. Et donc voilà, je me suis dit il s'est passé quelque chose avec Angélica. Ses parents sont très gentils. Donc, pourquoi pas renouveler l'expérience et retourner les voir à l'occasion d'un nouveau voyage. On a correspondu par courrier pendant quelques mois, ce qui était assez compliqué parce que les lettres mettaient beaucoup de temps pour traverser l'Atlantique. Le courrier se croisait, donc on posait des questions, mais on n'avait pas forcément les réponses dans le courrier de retour. Et puis, au mois de décembre, j'ai contacté Angélica par téléphone et puis je lui ai dit, écoute, si ça vous dérange pas, j'aimerais bien revenir vous voir, toi en particulier, mais tes parents aussi, bien sûr, et j'envisage de venir à Noël. Du coup, j'y suis retourné à Noël, donc 6 ou 7 mois plus tard. Et là, on a pu passer beaucoup plus de temps ensemble et profiter plus l'un de l'autre, même si c'était pas toujours facile parce que ses parents allaient pas jeter leur fille dans les bras d'un étranger qu'ils ne connaissaient bien évidemment pas. Et donc, les moments d'intimité étaient plutôt rares, mais c'était un mode pour se faire la cour qui était assez étonnant. Et qui m'a fait penser à ce qu'avaient dû connaître nos parents quand ils étaient plus jeunes. Et c'est là que j'ai ressenti vraiment beaucoup de l'amour, c'est le mot pour Angélica, pour cette fille qui avait une autre culture, qui m'a fait découvrir son pays, sa culture, les traditions, et qui, chose à souligner, était prête à quitter son pays et sa famille pour venir s'installer en France avec moi. Alors qu'on se connaissait très peu, on s'était vus en tout et pour tout 2 mois, même pas. On avait communiqué par courrier, mais c'était toujours assez compliqué. Et donc, j'ai ressenti qu'il y avait chez elle beaucoup d'amour pour moi. Et cet amour était réciproque. On s'est revus encore 1 ou 2 fois avant de se marier au Mexique, qui était nécessaire pour que ses parents la laissent venir en France. Et puis donc on s'est marié au Mexique, on est venu en France dans la foulée.
Et on s'est installé, on a fait un nouveau mariage en France parce qu'au Mexique, toute ma famille n'avait pas pu venir, bien évidemment. Mes parents et mes frères étaient venus, mais le reste de la famille, non. Donc on a fait un mariage en France, avec toute la famille. J'ai jamais eu vraiment des doutes, mais le fait de quitter mon pays, je me rappelle que j'ai quitté tout ce qui m'appartenait, entré dans deux valises et ma collection de poupées. J'avais une collection de poupées et Jean-Bernard, quand on s'est mariés, qu'on avait notre maison, lui, il avait sa collection de voitures. Donc pour le mariage, il m'avait envoyé de l'argent s'est perdu, j'avais préparé tout le mariage toute seule. Après, quand j'ai quitté mon pays, c'est là au moment où on était à l'aéroport, où j'ai dit au revoir à ma mère, à mes sœurs. C'est là où j'avais de la peine quand même de quitter ce pays, de quitter cette famille. Mais en même temps, j'étais très, très contente parce que j'avais l'impression que, je sais pas comment, si j'avais erré dans le désert, j'ai eu des petits copains, bien sûr, mais c'était pas, ça allait pas, il y avait pas ces sentiments que j'ai eu avec Jean-Bernard. Donc, j'étais triste par rapport au fait de quitter mon pays, mais pas, j'étais sûre, j'étais dans un endroit sûr avec Jean-Bernard. On vient de fêter 35 ans. C'est beau. C'est vraiment très beau. C'est beaucoup de travail. Travail de tous les deux. C'est en fait du respect. C'est de voir l'autre comme si tu te voyais toi-même. C'est du respect, c'est de l'admiration. Je ne peux pas être avec quelqu'un que je n'admire pas. Et en fait, ça s'est construit tous les jours. Un mariage qui dure, et des fois c'est bancal, et des fois c'est pas rigolo, des fois c'est ennuyeux, mais du moment où il y a vraiment le respect, l'admiration, évidemment l'amour, évidemment, parce que tu peux pas, mais je pense que ce sont des piliers qui construisent une relation longue comme ça. En fait, on avait la même vision de notre futur. On voulait les mêmes choses. Et voilà. Si je fais quelque chose de bien dans la vie, mon trophée, ce sont les cadeaux, ce sont mes enfants et c'est mon mari. Et c'est mon mari que, quand je le vois, je me rends compte qu'il y a de moi en lui et vice-versa. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est une histoire qui fait rêver et qui pourrait limite être le pitch d'une série Netflix. Et en connaissant cette histoire, on comprend pourquoi la rencontre avec la bonne personne est un gros sujet dans ma vision de l'amour. Parce qu'en plus d'une rencontre vraiment belle, aujourd'hui, donc 35 ans après leur mariage, ils sont toujours beaux, amoureux, fusionnels et tendres l'un envers l'autre. Tu as forcément, toi aussi, un couple dans ton entourage que tu vois comme un modèle d'amour parfait. Que ce soit tes parents, tes frères ou tes sœurs, quelqu'un de ta famille ou même quelqu'un de ton cercle d'amis, par exemple les parents d'un ou d'une de tes potes. Le fait de grandir avec un exemple de rencontre et d'amour comme ça, forcément, ça va faire partie des modèles et standards avec lesquels on se construit, pour revenir au sujet de la pression personnelle. Parce que du coup, c'est pas que dans les films ou dans l'imaginaire, ça existe vraiment. Et si ça existe vraiment, ça peut ou même ça doit exister pour moi, t'arriver à toi, enfin arriver à tout le monde quoi. Ça me fait penser à la chanson Nuit fauve de Fauve qui m'a toujours fait rêver, une rencontre au bar, un bonsoir, un regard qui te perfore de part en part, quelque chose qui te tombe dessus sans crier gare. Mais en vrai, en réécoutant cette chanson avec le recul que j'essaie d'avoir sur tout ça, je me rends compte que ce qui est vraiment beau dans cette chanson, ce qui fait vraiment rêver, c'est la suite. C'est l'histoire d'amour qui succède à cette rencontre. Qui, en vrai, est juste une rencontre au bar comme on peut en vivre plein, un bon premier contact, un bon premier feeling,
mais qui pourrait tellement s'essouffler le lendemain quand tu apprends à vraiment connaître la personne et que tu te rends compte que ça ne matche pas pour plusieurs raisons. Alors, attention, je veux pas dire que la belle rencontre avec la bonne personne n'existe pas ou plus dans la société actuelle, encore moins que ça ne m'arrivera jamais ou que ça ne t'arrivera jamais à toi, mais j'aimerais juste démystifier tout ça. Je pense vraiment qu'il faut arrêter d'idéaliser ce principe de rencontre parfaite avec la bonne personne et arrêter de se mettre la pression dès les débuts. Combien de fois j'ai pu stresser à l'idée de ne pas vivre mon conte de fées du début à la fin, alors qu'au final, ce qui est important, c'est pas la rencontre en vrai, c'est l'histoire. Alors oui, c'est hyper cliché de dire ça, mais je pense qu'on l'oublie trop souvent. Un exemple tout con, mais j'ai tellement de personnes de mon entourage qui se sont rencontrées sur Tinder, qui sont fous amoureux, se sont mariés, ou qui ont accompli plein de projets ensemble. Sans oublier les personnes qui se connaissaient depuis longtemps, qui n'ont jamais imaginé ressentir quelque chose l'un pour l'autre, jusqu'au jour où ça arrive, ça se fait tout seul des années plus tard. En réfléchissant bien, je connais beaucoup plus de couples avec des histoires banales que des couples qui ont vécu des histoires d'amour dignes de film. Pourtant, c'est ces personnes-là, sans coup de foudre ni artifice, qui me font aussi rêver, qui vivent de super belles histoires depuis plusieurs années avec énormément d'amour et de passion. J'ai aussi une amie qui m'a dit que les papillons dans le ventre, c'est pas forcément un bon signe, que ça peut être un signe de stress ou d'angoisse, et que des fois, c'est quand tu n'as pas de papillons dans le ventre que ça veut dire que tu te sens vraiment bien, en confiance avec la personne, et que donc c'est peut-être la bonne personne. Si on prend encore l'exemple de mes parents, leur rencontre est très belle, oui, mais ce qui est tout aussi beau, voire même en vrai encore plus beau, c'est tout ce qu'ils ont réussi à construire ensemble. C'est leur amour hyper fort, la famille aimante qu'ils ont créée, tous les moments qu'ils vivent ensemble, les rires, les voyages, etc. Et le fait qu'ils continuent à se choisir l'un et l'autre chaque jour, 35 ans après leur mariage. Du coup, pour terminer cet épisode, j'aimerais dire, arrêtons de nous mettre la pression. À trop fantasmer et à trop vouloir vivre comme dans les films et les livres, on peut tellement passer à côté de belles histoires. Et au contraire, le fait de forcer une rencontre à correspondre à un idéal peut entraîner tellement d'attentes irréalistes et créer énormément de déceptions. Ça se trouve, tu vas rencontrer ton ou ta partenaire de vie si c'est ce en quoi tu crois et ce que tu recherches, bien sûr, en faisant les courses, sur Tinder ou en soirée complètement bourrée. Ça sera peut-être même quelqu'un qui va pas du tout t'intéresser à la première rencontre, mais qui va finir par toucher ton cœur avec le temps lorsque tu vas apprendre à le ou la connaître. Au final, une relation durable et saine, belle et passionnée, ça se résume pas qu'à une rencontre. Et tu sais quoi ? Pour aller encore plus loin, je pense très sincèrement que quand tu auras trouvé la bonne personne, peu importe comment votre histoire aura commencé, tu la vivras comme le plus beau film d'amour qui puisse exister.